Comme invité aujourd'hui, j'ai avec moi Pierre Chaillot. Il est analyste et statisticien, auteur également. Il a fait paraître le livre COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur en France. Achète bientôt pour le Québec. On s'entretient avec lui sur ces révélations étonnantes ou pas de la COVID-19. Bonjour Pierre et merci d'avoir répondu à mon invitation. Beh, bonjour et merci de m'avoir reçu. Alors, d'où vient l'idée d'écrire ce livre COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels? Pourquoi vouloir en fait faire un retour sur ces 3 dernières années-là qui ont été très pénibles, non seulement pour les Français, mais les Québécois aussi, et la population du monde entier? Alors, j'ai jamais imaginé écrire un livre avant d'écrire celui-ci. En fait, moi, depuis 3 ans, j'écris des articles de manière très, régulière, et puis je les traduis en vidéo sur ma petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho et j'ai montré tout au long de ces 3 années les différents chiffres de mortalité officiels. Et tous les différents rapports qui sortaient, je les ai et que je pouvais analyser d'un point de vue statistique, je les montrais pour expliquer ce qui se passait. Et c'est juste qu'au bout de 3 ans, ça fait une sacrée quantité d'informations, une centaine d'articles et autant de vidéos que j'ai mises en ligne. Mhm. Et donc tout cela, je l'ai, structuré, concaténé et j'en ai fait un livre de façon à ce que la totalité de ce que, j'ai compris au travers des chiffres officiels, encore une fois, soit accessible à tous dans un seul document, qui est ce livre. Donc c'est ça, c'est pas un livre que j'ai écrit exprès, c'est finalement 3 années de recherche, sur lesquelles j'ai donné des informations tout au long, qui se retrouvent, bah, voilà, structurées, condensées, résumées dans un livre qui fait quand même 450 pages. Oui, comme vous venez de le mentionner, vous avez la chaîne Décoder l'écho depuis 2015. Vous parlez de dette, de chômage, de pauvreté. Rien de complotiste en tant que tel. Mais pourtant, l'Express en France considère votre livre comme un livre de complotiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est un peu comme tous les fact-checkers ou la presse mainstream qui s'est penchée sur mon livre. Il y a absolument personne qui a commenté le moindre résultat qu'il y avait à l'intérieur. Hmm. Pourtant le livre est sorti depuis la mi-janvier, bon, il est toujours dans le top des ventes, en France d'ailleurs. Oui, Hem bravo. Et donc, il y a absolument personne qui se penche sur les résultats, ni sur aucun chapitre de ce que je dis. Et donc, la seule chose qu'ils font, c'est tenter de salir son auteur, comme d'habitude. Ça Hmm. m'est arrivé assez régulièrement depuis 3 ans, donc c'est pas quelque chose qui me surprend. Et donc, la meilleure manière pour eux de se débarrasser de quelque chose qui gêne, c'est de dire que la personne en face d'eux est complotiste. Donc, c'est le seul argument finalement qui leur reste et qu'ils brandissent à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, le fait qu'on dénigre, les gens qui font des recherches? Est-ce que c'est pour instaurer encore plus de peur, au niveau de la population? C'est surtout pour faire taire toute contestation du pouvoir en place. En France, ce qu'on a vécu maintenant depuis plusieurs années, c'est une fusion du pouvoir exécutif et législatif et où ce sont désormais les gouvernements au pouvoir qui imposent leur vue, au parlement et au Sénat qui, ne font que voter ce que décide le gouvernement. On a même vu, ensuite, une fusion à partir de 2020 du judiciaire, où le judiciaire s'est plié à tout ce que voulait le gouvernement et tous les Mmh. recours, contre ce qui se passait, qui était parfaitement illégal et anticonstitutionnel, ont été déboutés, par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel français. Et puis, bah, le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, s'est mis au diapason avec les autres, pour, ne faire qu'il n'y ait plus qu'une seule parole qui soit entendue, bah, par la population, qui est celle du gouvernement. On a même une chaîne française qui est assez connue, qui s'appelle BFM TV, chaîne d'information, où on a une directrice de programme, je crois, qui a dit, en commission qu'avant d'inviter, qui que ce soit à s'exprimer sur le Covid, il demandait l'aval au, ministère de la Santé, de façon à toujours rester dans la droite ligne du gouvernement. Et donc la totalité, de l'information, française s'est mis, dans la ligne du discours gouvernemental sur ce sujet-là, en tout cas, pendant 3 ans. Et donc d'un espèce de commun accord avec le gouvernement, il n'y a qu'une seule voix qui est sortie et tous ceux qui avaient une voix dissidente devaient être, ne pas être invités, on ne devait pas leur accorder la parole et étaient taxés de complotistes par tous les petits, journalistes qui voulaient se faire un nom en exerçant cette base œuvre. Mmh.
Du côté de la France, du côté du Québec aussi, on a tous vu aux nouvelles, pour ceux qui regardent ça, euh, tel nombre de gens hospitalisés, tel nombre de gens décédés de la COVID-19. Vous, vous dites qu'il n'y a pas eu vraiment d'hécatombe en 2020, nulle part, pas de saturation hospitalière, pas plus de malades que d'habitude, que tout a été démesuré. Est-ce que c'est ça vraiment le contenu de votre livre? Euh, En fait, ce qu'on a vécu depuis 3 ans euh, au niveau des statistiques, c'est faux? C'est bien, là, vous venez de résumer les 3 premiers chapitres, il y en a 9. Ah bon? Donc le début du livre part sur un constat où on va chercher tranquillement les chiffres officiels qui sont sur internet, sur Eurostat, on peut aller sur StatCan pour ce qui concerne le Canada. On peut aussi aller chercher les données sur Statista, enfin bref, on a tout un tas de sources et on peut aller regarder quels ont été réellement les décès, toutes causes confondues, depuis ces dernières années dans les différents pays et regarder ces décès au regard de la population et de l'âge des gens. Voilà. S'il y a plus de décès dans un pays comme, la Chine que dans un pays comme la France, c'est juste parce qu'en Chine, il y a 20 fois plus d'habitants qu'en France. Donc, 1er constat, hein, Hmm. il faut regarder la population et deuxième chose, s'il y a plus de décès dans un EHPAD, que dans une école maternelle, c'est pas parce que l'EHPAD est dangereux et que l'école maternelle est sûre, c'est juste parce que dans un EHPAD, les gens sont beaucoup plus vieux que dans une école maternelle et Hmm. donc on ne compare jamais des choux et des carottes et quand on veut comparer, même d'une année sur l'autre au sein d'un même pays, les décès, il faut prendre en compte que la population vieillit et que c'est normal dans des pays vieillissants, notamment comme les pays européens ou occidentaux, de manière générale, d'avoir de plus en plus d'essais chaque année. Donc il faut prendre en compte correctement les calculs, j'explique comment on le fait et on va chercher les données pour comparer ce qui est comparable. Et quand on fait cet exercice de manière correcte et honnête, avec les vrais chiffres officiels, on se rend compte qu'il n'y a d'hécatombe absolument nulle part où on dispose de données. Ni en France, ni nulle part en Europe, ni dans aucun pays occidental, et ni même en Chine, selon ce site Statista. Hmm. Donc, il y a la première partie du livre s'attache à faire tomber des mythes qui sont complètement, construits de manière artificielle en mettant, les caméras, le curseur, le focus sur un non-phénomène qui sont soi-disant les morts Covid et pour dire qu'il n'y a absolument aucune hécatombe, absolument nulle part où on a des chiffres. Il n'y a pas plus de morts de manière significative nulle part. Donc ça, c'est le début. Je fais la même chose aussi pour les hospitalisations et je reprends les données officielles françaises avec les rapports qu'il y a eu officiels de la part d'agences qui dépendent du ministère de la Santé pour expliquer qu'il n'y a eu aucune saturation hospitalière nulle part en France et à aucun moment, contrairement à ce que voulaient faire croire les médias et ce que montraient les caméras. Il y a eu de la désorganisation totale des hôpitaux en France et ailleurs, parce que les gouvernements ont tiré la sonnette d'alarme en désorganisant la santé et les hôpitaux, en empêchant les gens de se soigner, et puis en mettant le bazar partout, en déclenchant des plans à tir d'arigot. Et puis troisième point, on a aussi sur les malades, on a des médecins en France qui remontent les malades qu'ils voient de manière structurée. Il y a des réseaux de médecins qui s'appellent le réseau Sentinelle qui sont organisés depuis des décennies à faire cet exercice et qui n'ont absolument pas vu plus de malades que d'habitude et ils en ont vu beaucoup moins. Donc il faut, voilà, il Hmm. y a des mythes qu'il faut descendre sur cette histoire de pandémie mortelle. Il n'y a pas plus, il n'y a pas d'hécatombe absolument nulle part, il n'y a pas de saturation hospitalière non plus de manière générale en France ni dans aucune région et à aucun moment. Et il n'y a pas plus de malades que d'habitude. Mais Monsieur Chaillot, je sais pas, ici au Québec, on a vu à la télévision des hôpitaux bondés, des urgences. Ça avait l'air d'une catastrophe, là. Je sais pas, du côté de la France, il y a eu aussi des reportages à la télé qui montraient que les urgences étaient débordées, ce qui faisait croire à la population que oh, le COVID, c'est très dangereux, il faut faire attention, puis il faut minimiser les visites dans les hôpitaux, donc il faut aller se faire vacciner pour protéger tout le monde. Qu'est-ce que vous dites de ça? La population a été induite en erreur? On a eu les mêmes images en France et grâce au Oui. rapport officiel qu'on a, on sait que c'était complètement faux. Donc c'est Hmm. bien, voilà, c'est bien grâce aux chiffres qui sont sortis a posteriori, par des agences de l'État, qui ont montré que ces images ne reflétaient absolument aucune réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait peur aux gens et qu'on leur a dit qu'ils ne devaient pas consulter de médecin, puisque cette maladie, il y avait une nouvelle maladie, un nouveau virus qui se répandait, qui était insoignable, et devaient attendre chez eux seuls que ça dégénère, et puis, c'est quand ils étaient trop malades qu'ils ne pouvaient plus respirer, foncer à l'hôpital.
On leur a dit également que les symptômes de cette maladie, c'était, fièvre, maux de tête, toux, maux de ventre également, et cetera. C'est-à-dire absolument tous les symptômes de n'importe quelle maladie finalement, qui devenait le virus tueur, Covid-19, et tout ce petit monde s'est rendu aux hôpitaux dans les hôpitaux, et dans pas n'importe quel hôpital, hôpitaux, c'est-à-dire qu'au début en France, il y a un plan qui a été déclenché qui s'appelle Orsan-REBL, qui a dit à la mi-février que sur les 1 500 hôpitaux français, il n'y en avait que 38 qui seraient habilités à recevoir les cas Covid, mais des cas Covid, c'est-à-dire de tous les symptômes existants. Et donc Oui, là, ouh là. il y a eu une vraie saturation hospitalière juste du fait qu'on est passé de 1 500 hôpitaux à 38 en France, tout simplement. Et donc ces 38-là ont saturé immédiatement, ce qui est normal, Mmh. puisque on n'est pas taillé pour avoir que 38 hôpitaux. Et donc ça a tellement saturé tout de suite, qu'on est passé à 108 hôpitaux au bout d'une semaine, avec le plan de niveau 2 qui a dit: «Bon, on passe aux habilités de niveau 2 qui vont pouvoir aussi accueillir du Covid». Mais toujours la même chose, 108 sur 1 500, ça n'est pas suffisant pour accueillir les malades habituels, qui vont à l'hôpital, et donc ça a saturé. Ça a saturé suffisamment fort, ce qui fait qu'en mars, le gouvernement a dit: «Bon, alors, tous les hôpitaux peuvent accueillir du Covid, mais en faisant des ailes spécifiques». Donc c'est-à-dire qu'on a désorganisé l'hôpital en saucissonnant les hôpitaux et en les forçant à sortir des hôpitaux qui sont déjà en souffrance et qui manquent de moyens et qui saturent tous les ans à chaque hiver, à chaque fois qu'il y a les rhumes et les grippes qui se déclarent et que les personnes âgées sont en difficulté. Et donc là, on a dit, ben, on va séparer les activités et donc mixer les équipes, enfin, faire qu'il y ait des équipes spécifiques pour Covid, et cetera, des ailes dédiées. Et donc cette désorganisation continue qu'on a eu tout le temps, alors qu'il se passait absolument rien, a créé des gigantesques effets d'entonnoir. Et donc oui, il a été possible d'envoyer des caméras pour aller filmer les endroits où ça se passait mal, des services d'urgence où il y avait des gens qui arrivaient et qu'on faisait poireauter, de façon à pouvoir les accueillir, dans un système qui déjà est moribond, en France. L'état de l'hôpital est en état de délabrement puisqu'on supprime des lits depuis 30 ans et qu'il n'y a plus assez de place. Enfin bref, et donc oui, on peut facilement envoyer des caméras aux bons endroits pour trouver un endroit saturé, et faire des jolies images et faire croire que c'était un état général et que cet état est à cause du virus, alors que cet état est à cause du délabrement de l'hôpital depuis longtemps, plus d'une Mmh. désorganisation organisée avec des plans iniques qui ont fait absolument n'importe quoi, à cause de la peur de quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Mmh. Hem, Comment vous expliquez, je ne sais pas si ça fait partie de votre livre parce qu'on ne l'a pas ici, au Québec encore, mais que dites-vous des pays, comme la Suède ou même l'Allemagne? Ça n'a pas été aussi gros, aussi, dans la peur. Qu'est-ce qui a fait la différence entre certains pays et d'autres comme la France, où, nous, le Québec, on n'avait qu'à suivre ce qui, se passait du côté de la France pour savoir ce qu'on allait vivre dans les prochaines semaines et mois. C'était assez frappant. Tout ce qui arrivait de votre côté suivait chez nous. Toutes les décisions prises, enfin, il y en a aucune qui a été prise en réaction à quelque chose de sanitaire. On ne peut absolument pas dire que la moindre décision, les confinements stricts, tout ça, ait pour justification quelque chose de sanitaire, puisqu'à aucun moment, quand ces décisions sont prises, il y avait une augmentation des décès ou des malades. Les augmentations des décès ont commencé après les mesures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous les gouvernements qui disent: «Ah, heureusement qu'on a pris les mesures, sinon ça aurait été pire». Sauf que d'un point de vue purement logique, si le nombre de décès qui augmente, c'est après le début des mesures, il faut vraiment se poser la question sur la conséquence des mesures qu'on est en train de prendre. C'est ça la vraie Voilà. logique, Ben et oui. qu'on veut pas voir. Et il se trouve, là, vous prenez des exemples, notamment l'Allemagne qui n'a pas fait de confinement strict, contrairement à la France, son voisin, et contrairement à la Belgique, son voisin. Donc on a une espèce de tâche en plein milieu de l'Europe, de l'Allemagne, qui est frontalier avec tout le monde et qui n'a absolument aucune mortalité visible bizarre sur le mois de mars-avril 2020, quand ses voisins qui confinent énormément et qui désorganisent leurs hôpitaux ont une surmortalité qui se voit. Donc voilà, ça fait partie des étrangetés, statistiques où il y a quelque chose d'absolument pas logique dans cette histoire de pandémie mortelle qui s'arrête aux frontières des pays qui ne confinent pas. Et la Suède qui ne fait pas de confinement strict, mais donne des ordres à sa population, de ne pas aller dans certains lieux, et cetera. Donc il se passe des choses. Et il y a bien une hausse de mortalité visible en Suède sur les personnes âgées uniquement, mais de toute façon, les seules hausses qu'on voit et qui sont pas très grandes concernent que des personnes âgées. Mais il y a des rapports, parlementaires en Suède qui ont fait état de personnes âgées abandonnées dans les EHPAD et décédées d'abandon. Donc la bosse de Oui. mortalité que l'on voit, ce sont des personnes âgées abandonnées en Suède et c'est pas dû à un méchant virus. Et on a exactement le même résultat en Espagne aussi, qui a une belle bosse de mortalité, mais dont on a retrouvé, des militaires ont retrouvé a posteriori, après la fin des confinements, des EHPAD entiers abandonnés avec des personnes âgées décédées seules dans leur chambre de déshydratation, de Voilà. malnutrition et d'abandon. Au Donc c'est Québec bien ça aussi. qu'on parle.
Voilà. Et Mmh. donc il est normal d'avoir des bosses de mortalité quand on abandonne les gens et qu'on les laisse crever et c'est bien ce qui s'est passé dans ces pays-là et ça n'a absolument rien à voir avec un méchant virus. Donc le système de santé, il est malade partout, dans tous les pays, finalement? Dans beaucoup de pays, le système de santé est malade, tout à fait et surtout, même dans les endroits où il était pas forcément malade avant ou pas forcément dégradé, là, il y a une décision générale de non-soin qui a été lancée par la panique en disant qu'il y avait un virus mortel qui circulait et donc que la priorité, c'était d'isoler les gens, c'est-à-dire de ne pas les soigner, de ne pas leur apporter du soin, de les laisser seuls chez eux et s'il y a une seule chose à retenir de ce qui s'est passé, c'est que globalement, quand on soigne pas les gens, ils ont tendance à mourir un peu plus. Effectivement. Ouais, c'est un triste constat. Donc, vous, vous êtes prêt à dire que c'était pas du tout une crise sanitaire, mais plutôt, politique? C'est la C'était une politique qui a crise. voulu tout contrôler. Oui, et une crise politique et de scientisme. C'est ce que j'explique dans un autre chapitre du livre, c'est-à-dire que, il a été possible de faire peur et de déclencher une panique sur la base d'indices extrêmement faibles et qui sont absolument réfutables concernant, le fameux virus qui déclencherait des malades en Chine. Et il n'est absolument pas normal d'être capable de lancer une panique mondiale avant d'avoir vu quelque chose qui ressemble vraiment à une hausse de mortalité significative, et d'avoir des preuves sérieuses de ce qui est en train de se passer et là, c'était très loin d'être le cas. Sauf qu'on a tout un tas de dirigeants, partout dans le monde dorénavant, qui semblent être des personnes qui sont suiveurs et qui ne prennent pas leurs responsabilités et que lorsque la situation, on arrive à faire paniquer les gens sur une base médiatique, bah, finalement se défaussent de leurs responsabilités et laissent toute la stratégie et toute l'attitude à des cabinets de conseil extérieurs qui vont prendre le lead et décider de ce qu'il faut faire. Et tout ce qui s'est passé n'a jamais été à aucun moment à l'avantage des populations. C'était plutôt à l'avantage, de ceux qui l'ont alimenté, en fait, là. Plus il y a eu de vaccination, il y a bien quelqu'un, quelque part, qui s'est enrichi de cette, pandémie-là. Oui, moi, je suis statisticien et donc les faits n'expliquent pas les causes, comme on dit en statistique. Tu ne peux pas prouver de causalité. En revanche, c'est l'objet de mon dernier chapitre. Je remarque que ceux qui se sont le plus enrichis, ce sont bien ceux qui ont mis le plus de huile sur le feu depuis le début de cette histoire et en aidant l'histoire racontée. Donc il y a bien une corrélation statistique extrêmement nette entre l'argent gagné par la crise et les moyens qui ont été mis, de façon et puis le la manière dont on a poussé de façon à ce que la crise ait l'air la plus grosse possible. On peut dire que vous avez un éditeur, qui n'est pas piqué des verres. Je ne sais pas si c'est une expression, courante, du côté de la France, mais, pour, vous avoir édité avec ce contenu-là, c'est assez audacieux. Quel était le but véritable, de sortir ce livre-là, Pierre? Vouliez-vous ouvrir les yeux des gens, qui, n'ont n'ont fait que suivre les médias traditionnels? Oui et je pense que c'est important, même si je m'exprime depuis 3 ans, comme je le dis, comme beaucoup de monde, j'ai été censuré, conspué, mais là, le narratif Covid est quand même en train de s'effondrer parce que les gens n'ont plus vraiment peur du virus, qui déclencherait une hécatombe qu'ils n'ont absolument jamais vue. Mmh. Et puis, ils en ont un peu marre de se faire vacciner et d'être malades à chaque fois qu'ils le font et d'avoir des proches qui sont malades. Donc cette histoire, commençait à battre un peu de l'aile et donc la totalité de la pression qu'il y a eu, en tout cas de façon à la maintenir, a un peu baissé. Ça permet aux gens de commencer à se sortir de la peur, de la pression médiatique permanente et de commencer un peu à réfléchir. Il y a quelques personnes qui se réveillent. En plus des gens convaincus qui dorénavant peuvent se parler un petit peu et exprimer leur mal-être, notamment ceux qui ont été vaccinés et souffrent d'effets indésirables, ça commence à sortir un peu, Mmh. mais donc ça ouvre un peu les yeux des gens et donc le livre, je pense qu'il est sorti à un bon moment où à la fois les gens n'avaient pas encore tout à fait oublié ce qui s'était passé, même si les gens oublient très vite, mais n'étaient plus dans cette espèce de carcan de la peur et d'une pression médiatique qui voulait empêcher les autres de s'exprimer. Donc il arrive à ce moment-là et il est absolument nécessaire de tirer les conclusions de ce que nous avons vécu. Il se trouve qu'en France, nous avons eu un rapport du Sénat suite à la pandémie, H1N1 en 2009 et le rapport du Sénat français est extrêmement clair pour dire que c'était une escroquerie monumentale, avec des laboratoires pharmaceutiques qui ont vendu des vaccins qui ont blessé énormément de personnes, Mmh. et qui n'ont alors ça, c'est pas dans le rapport. Ce que dit le rapport, c'est que c'est une escroquerie avec un montage totalement artificiel pour faire peur aux gens, pour faire croire qu'il y avait une pandémie,
et que les vaccins, ils disaient déjà à l'époque quand on n'était absolument pas sûr qu'ils servaient à quelque chose et qui ont probablement servi à rien. Et en plus, l'année dernière en France, il y a eu une décision qui était de dire que les personnes un gain de procès pour pour une centaine de personnes vaccinées qui souffrent désormais de narcolepsie en France. Donc la totalité de cette, histoire H1N1 est une escroquerie monumentale. C'est écrit dans le rapport du Sénat, sauf qu'aucune décision n'a été prise derrière pour sanctionner les instigateurs de cette escroquerie et notamment les laboratoires pharmaceutiques, qui se sont énormément enrichis sur le dos des gens. Donc me paraît important de reprendre les choses, de montrer que ce rapport de l'escroquerie H1N1, on peut le reprendre entièrement, qu'on peut changer le mot H1N1 par le mot Covid, qu'on a exactement les mêmes personnages qui font exactement la même chose, mais avec cette fois-ci une beaucoup plus grande réussite, et avec beaucoup plus de vaccins distribués et beaucoup plus de blessés dans l'histoire. Et donc il est nécessaire de prendre les choses en main pour comprendre la totalité de l'escroquerie que nous avons vécue, de façon à ce que ça ne recommence pas. Surtout dans un contexte où nous avons des politiques qui souhaitent encore plus, abandonner aux souverainetés, notamment un organisme, l'OMS, en disant que ce serait l'OMS qui déciderait de toutes les stratégies pandémies futures, en décidant de quand il y a une pandémie, de ce qu'il faudrait faire dans la pandémie. Donc il faut absolument, tirer, le bilan de tout ça avant que cela n'arrive. Et donc ce livre, il a aussi pour cet objectif de dire aux gens qu'il faut tirer un bilan de ça, un bilan Mmh. qui soit très large, qui ne se limite pas d'ailleurs au seul vaccin, mais pour comprendre la totalité de l'escroquerie qu'il y a derrière, Mmh. et puis de façon à en tirer les bonnes conclusions, de façon à ce que ça ne puisse pas nous arriver de nouveau. En tout cas pas tout de suite. Effectivement, c'est un ouvrage très, très important, donc je vous félicite d'avoir, eu l'audace de nous montrer ces chiffres-là, de faire cette analyse-là. Mais, qu'advient-il, des morts suite à la vaccination? Parce que c'était des gens qui étaient, en pleine forme, ils ont suivi les recommandations et là, ils ont tombé malades. C'est pas répertorié ça? On n'a pas de, on n'a pas de statistiques face à, ce que la pandémie a causé. Votre micro est, fermé. Oui, alors sur du côté des effets indésirables, hem, on a plusieurs indices depuis le départ de cette histoire. La première chose, c'est que depuis le début de la vaccination, il y a des gens qui remontent à la pharmacovigilance leurs blessures et aussi quand il y a des décès, il y a des personnes qui remontent des décès. La Mmh. pharmacovigilance, c'est un système de suivi de tous les médicaments, qui permet aux gens de remonter les effets indésirables qu'ils subissent ou quand le proche subissent ou quand des médecins, peuvent signaler également, des patients qui subissent des effets indésirables. Depuis le début de cette histoire, il y a des records qui sont battus et qui sont de manière extrêmement importante de blessures et de décès, et qui sont remontés en pharmacovigilance. Ça, c'est le cas en Europe, c'est suivi par un site qui s'appelle EudraVigilance, où on a des concaténations de ce qui est remonté en Europe et dans le VAERS, sur ce qui est remonté aux États-Unis. Et il se trouve que le nombre de blessures et de décès qui sont remontés post-vaccination anti-Covid-19 sont bien plus importantes que tout ce qui a jamais été observé pour toutes les autres vaccinations auparavant. Mmh. Donc on a quand même un indice qui est assez fort du fait qu'il se passe quelque chose de pas terrible. Deuxième chose, j'ai réalisé, donc dans le livre je le montre, il y a des statistiques. J'ai récupéré, sur la base de tous les pays européens, les décès hebdomadaires qu'on a dans tous les pays européens, par tranche d'âge et j'ai mis en face de ces décès, donc ça m'a permis de calculer une surmortalité, regarder s'il y avait plus de morts que d'habitude ou moins chaque semaine et j'ai mis en face de cette sur ou sous-mortalité les doses de vaccins distribuées, le nombre de doses de vaccins distribuées par ces mêmes tranches d'âge. Et nous avons découvert avec des chercheurs belges qu'il y a une corrélation qui est extrêmement bonne entre des périodes de surmortalité et le nombre de doses distribuées. Donc c'est-à-dire que pile pendant qu'on vaccine les gens, on a une surmortalité pour quasiment toutes les tranches d'âge et quasiment tous les pays d'Europe. Donc Mmh. ça, plus la pharmacovigilance, elle nous donne 2 indices extrêmement sérieux du fait qu'il se passe des choses graves dans la population, trop de décès, plus de décès que d'habitude et puis, bah, fatalement, tout un tas de blessures. Le décès, c'est le stade ultime de la maladie, hein, donc c'est-à-dire que ça révèle également l'ampleur du phénomène de toutes les blessures qui a pu y avoir. Donc ça, c'est ce que je montre dans le livre. Voilà, je ne suis pas le seul à trouver ces résultats-là. Je montre que ça marche très bien hebdomadairement. J'ai déjà travaillé aussi sur Israël, par exemple. Donc il y a vraiment un souci avec trop d'indices qui concordent sur le fait qu'on a des blessés et jusqu'à des décès pendant ces campagnes de vaccination. Mmh. Et pardonnez-moi si je suis dans l'erreur, mais est-il vrai qu'il
il y avait plus de monde, de morts en 2015 où il n'y avait pas d'histoire de pandémie, il n'y avait pas de virus, il n'y avait absolument rien. Et il n'y avait pas de couvre-feu parce qu'il y avait plus de morts à cette période-là. Oui, en fait, on peut pas dire plus parce qu'en brut, c'est pas forcément vrai puisqu'il y a maintenant il y a plus de monde, en 2020 et il y a plus de personnes âgées. Donc en Mhm. brut, ça fait plus de décès, mais si on regarde en taux de mortalité, les taux de mortalité étaient supérieurs en 2015 que ce qu'on a eu en 2020. Ah, voilà. En effet, et pour la France, 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Vraiment? Heu, Bien sûr, et Mhm. pour l'Allemagne, c'est la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire. Et pour la Norvège, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Et puis pour les pays qui ont eu le plus de morts et qui déclarent le plus de morts en 2020, donc qui ont le plus abandonné leurs personnes âgées, c'est de l'année 2020, c'est la 9e année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc on est sur des taux de mortalité qui sont extrêmement faibles au regard de ce qui a été vécu par l'humanité jusqu'ici, et il n'y a eu que des décès surnuméraires à certains moments en 2020 de personnes âgées, très âgées, des personnes âgées qu'on a abandonnées de manière très visible et de manière documentée en plus. Nous savons exactement en France, nous pouvons comptabiliser, c'est dans le livre, les personnes âgées qu'on a abandonnées et qu'on a perdues à cause de cet abandon. Mhm. Donc voilà, il ne s'est pas passé autre chose qu'un abandon gigantesque des gens en 2020 sur la base de la peur, par la crainte d'un méchant virus. Et puis ensuite, pour la vaccination, il n'y a absolument aucune trace de preuve que ça puisse servir à quelque chose concernant la santé. Et en revanche, on a des traces statistiques qui montrent qu'on a des gros problèmes. Mais Monsieur Chaillot, si on regarde ça, très bonne analyse. Ce qui me reste comme question, c'est pourquoi alors? Euh, p- p- est-ce que c'est une question d'enrichissement ou sans tomber dans un discours trop complotiste, est-ce que ce n'est pas pour réduire la population mondiale parce qu'il y a trop de monde qui ne servent à rien? Je sais Là, on pourrait dire que la population mondiale, pour moi, ce n'est pas crédible. Déjà, en 2020, finalement, on montre qu'on a eu extrêmement peu de morts, des gens qu'on n'a pas soignés. Et ensuite, Mhm. concernant, par exemple, la vaccination, on voit bien des hausses de mortalité, mais qui sont de l'ordre du signal statistique. C'est-à-dire aucun impact sur la taille de la population. Mhm. Même après 5 doses, ça se voit pas. Donc il est impossible de réduire la population en tuant 3 ou 4 personnes sur 100 000 à chaque fois. Ça fonctionne pas. Intéressant. Mhm. Donc non, ça n'est pas possible. Il y a des questions d'enrichissement personnel de gens qui, poussent, disons, à la peur et à consommer des produits pharmaceutiques. Ça, c'est vieux comme le monde. Oui. Donc ça, il y a absolument, aucun problème avec ça. Et puis il y a une mode, de la pandémie qui est lancée depuis maintenant bien trop d'années, où désormais, il y a même plus besoin d'avoir des malades et c'est seulement sur la base de, prélèvements pris sur un patient quelque part et sur lequel on fait du séquençage multiple, et on prétend avoir trouvé une chaîne qui ressemblerait à, un virus, qui aurait des mauvaises propriétés et juste sur cette base-là, on est capable de lancer une pandémie, une histoire de pandémie mondiale. En termes de niveau de preuve scientifique, on est quand même extrêmement bas. Mais il y a une volonté, une envie de la part de tout un tas de laboratoires pharmaceutiques partout, d'adhérer à cette histoire de façon à se faire mousser, à participer au discours de la peur. Bon, évidemment, ensuite, avant des vaccins, et il y a aussi, trop de gens qui adhèrent à cette histoire-là, qui, aiment avoir peur et se sentir protégés, par les gouvernements. Je pense quand même qu'il y avait une attente aussi de la part de la population de cette histoire de pandémie. Ça fait maintenant des C'était même écrit dans le rapport du Sénat de 2010, c'est-à-dire que, voilà, les laboratoires, les médias, tout ça parle toujours de la prochaine pandémie. C'était déjà écrit dans les textes il y a 15 ans. Mhm. Et que ça pose problème, puisqu'avec des tas de chercheurs qui cherchent le virus qui déclenchera la prochaine pandémie, fatalement, et à force de chercher des trucs comme ça, ils finissent par trouver, des morceaux d'ADN, d'ARN qui collent à leur histoire et puis on est dans ce qu'on appelle ensuite un biais de confirmation, où on monte en épingle un non-sujet, et c'est bien ce qui s'est passé aussi. Et donc il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des questions d'ego, il y a des questions d'envie de promouvoir cette histoire et d'y croire. Et c'est toute une partie, de mon livre où je montre qu'il faut cesser d'avoir peur avec ces choses-là, cette fausse science qui se prend, pour plus que ce qu'elle n'est, qui aimerait bien, faire croire qu'elle prouve beaucoup plus que ce qu'elle n'arrive à faire aujourd'hui et qui déclenche des paniques alors qu'elle n'a absolument pas les moyens de prouver ce qu'elle prétend. Et donc ça, c'est une partie importante du livre aussi. Et une science qui est financée, hein, Pierre? Bien sûr. Une science qui est financée, qui publie dans des revues, scientifiques qui sont financées par Big Pharma et la haute finance,
Mmh. avec des choses qui sont filtrées. Je l'ai vécu en direct, hein. On a tenté de publier des papiers avec plusieurs chercheurs ces 3 dernières années, avec des chiffres publics, des méthodes reproductibles, des papiers, du coup, que tout le monde pouvait absolument vérifier. On a été censurés, c'est-à-dire qu'avec des hébergeurs qui ne voulaient pas nous héberger nos articles et même des journaux, des revues scientifiques qui refusaient de recevoir qui les acceptaient nos articles, mais une fois qu'ils avaient lu le titre et les conclusions, refusaient de les analyser sans aucun motif scientifique, ce Wow! qui est extrêmement grave. Mmh. J'ai même vu des articles, et on a eu des articles scientifiques qui ont réussi à passer, les fourches codines, de la qui ont été relus, validés et puis ensuite derrière qui ont été retirés quand les conclusions qui étaient montrées, déplaisaient, finalement aux financeurs des grandes revues. Donc on a eu aussi donc ce qu'on a dit de la part des médias qui se sont mis au diapason, avec le gouvernement, on a les revues scientifiques qui sont au diapason de ce que veut, aussi l'état on va dire de la politique actuelle, de la peur et puis, de leurs financeurs qui sont les laboratoires pharmaceutiques. C'est criard et dans le livre, je montre plusieurs études, où j'explique pourquoi elles sont complètement bidons, du début à la fin, Mmh. avec des faux raisonnements, des modèles pourris, mais qui sont aujourd'hui encore publiés par des grandes revues scientifiques et encore en ligne, alors qu'elles ne valent absolument rien. Mais ce sont juste les conclusions qui plaisent, et ce sont voilà, c'est de la fausse science, tout simplement. Donc on a de la fausse science publiée et de la vraie science qui est pas publiée. Parce que ça rapporte énormément, aux gens, concernés qui s'enrichissent, via cette méthode. Oui, bien sûr, et puis bon, c'est, très, très connu de la part des gens qui suivent la qualité des médicaments, que c'est de notoriété publique que Mmh. les études vantant l'efficacité des médicaments, sont faisandées, de manière extrême et d'ailleurs les des spécialistes, de la fraude notamment, il y a, Pfizer qui est très connu et Mmh. qui a déjà été condamné à des milliards de dollars de dommages et intérêts pour des victimes. Absolument. Ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout limités par les dégâts qu'ils font chez les gens jusqu'au décès et on le sait très bien. Mmh. Donc voilà, il y a absolument aucune confiance, à avoir aujourd'hui envers ce qu'on appelle, la relecture par les pairs et les grandes revues scientifiques. Donc on peut dire en fait qu'entre autres l'OMS est en grande partie responsable de cette propagande-là, heu et qui a déboulé là, dans tous les pays et que les gens ont suivi, aveuglément parce qu'on le sait, ça a été, prouvé, testé à de nombreuses reprises. La peur, c'est la plus grande chose au monde là, pour contrôler les gens. Oui, si je repars du rapport du Sénat français sorti en 2010, c'est écrit noir sur blanc que les responsables de l'escroquerie acharina, c'est l'OMS. Ils le mettent en Voilà. cause directement, qui à l'époque, pour, lancer cette grande escroquerie, avait changé la définition de pandémie. Parce qu'avant, pour dire qu'il y avait pandémie, il fallait un grand nombre de morts et de malades et Oui, juste avant cette histoire d'escroquerie, de H1N1, ils ont changé la définition en disant qu'il suffisait d'avoir trouvé un virus. Hop, voilà, j'ai trouvé un virus, c'est-à-dire, voilà, comme je disais, par séquençage et avec des méthodes qui sont complètement contestables, et je peux dire que, c'est forcément, le démarrage d'une pandémie. Et c'est ça qui a permis l'escroquerie H1N1 et ça a recommencé, ensuite en 2020. Alors le rapport du français dénonce bien cette escroquerie de l'OMS qui a permis de lancer une escroquerie avec une non-pandémie et c'est écrit dans le rapport français que l'OMS souffre d'énormément de conflits d'intérêts internes, de conflits d'intérêts avec des acteurs privés qui ont des intérêts directs à lancer la panique et puis à se présenter ensuite avec leurs solutions, notamment les vaccins. C'est écrit noir sur blanc dedans. Donc c'était déjà le cas en 2010 et quand on arrive en 2020, 10 ans après, la situation n'a fait qu'empirer, avec des acteurs privés qui détiennent maintenant l'OMS de manière, hégémonique. Donc voilà, tout est dedans, tout a déjà été écrit dans des rapports officiels et c'est juste que la situation ne fait qu'empirer. merci infiniment, Pierre Chaillot, de nous avoir ouvert les yeux sur ce qu'on savait déjà, sauf qu'il y en a qui refusaient peut-être de le croire ou ont tellement cru au narratif principal qui était imposé partout. Ça fait vraiment du bien de voir un ouvrage qui se base sur des chiffres officiels, des faits qui sont disponibles publiquement. C'est pour ça que votre livre s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels. C'est aux éditions L'Artilleur du côté de la France. Et à micro fermé, avant l'entrevue,
On se demandait pour nos auditeurs au Québec quand ce serait disponible et ce sera disponible. C'est une question de jour, n'est-ce pas? Vous avez un éditeur qui travaille sur le cas pour qu'on puisse se procurer votre livre ici au Québec, au Canada. Euh, Pourtant, je pense qu'on peut se le procurer via importation, mais bon, votre éditeur travaille sur le cas. Alors, ce sera possible de se le procurer ici au Québec et je vous souhaite un best-seller dans mon propre pays. Et comme c'est le cas du côté de la France, vous êtes parmi les meilleurs vendeurs avec votre livre en ce moment. Alors félicitations et merci pour ce travail colossal dont on avait grandement besoin. Merci beaucoup de m'avoir reçu et puis, je vous souhaite une bonne lecture quand vous y aurez accès. Oui, et entre-temps, pour patienter pour la lecture, j'invite les gens à s'abonner à votre chaîne Décoder l'écho. Vous faites beaucoup d'analyses et beaucoup de dénonciations aussi sur plein de sujets tels que les dettes et le chômage, la pauvreté. Ça ne s'adresse pas qu'au public français, hein? Non, j'explique des concepts, notamment économiques à la base pour, dire aux gens que, il y a une manipulation politique et médiatique, sur beaucoup de concepts. On essaie de leur faire croire des choses et ce Mhm, que j'essaye de montrer, c'est que si on comprend bien la définition des concepts, qu'on comprend comment les choses sont calculées, on peut plus se faire avoir avec des statistiques qui nous sont mises sous le nez. On peut plus se faire avoir par des chiffres de chômage qui baissent quand on a compris comment est-ce qu'on comptait les chômeurs, par exemple. mhm, Ou pas, on peut plus se faire avoir quand on essaye de nous stigmatiser en disant que la dette explose, et que ce serait un prétexte pour baisser les services publics, et cetera. Donc il faut comprendre le concept qu'il y a derrière pour s'affranchir de la propagande. Peut-être une dernière précision, la totalité des bénéfices de mon livre ne sont pas pour moi, elles sont versées à une association qui s'appelle Où est mon cycle? Qui, permet aux femmes qui ont des problèmes avec leur cycle menstruel suite à la vaccination de libérer leur parole pour ensuite aussi se faire aider par des médecins tout simplement pour retrouver des cycles normaux, et puis ensuite, engager aussi, des moyens pour, tenter de faire payer les responsables de ce qui s'est passé. Et c'est le cas sur tout mon travail. Donc tout le travail que j'ai effectué depuis, 3 ans et même avant n'est absolument pas rémunéré. Toutes mes vidéos, il n'y a pas de pub dessus, donc il y a aucune rémunération. Tous mes articles sont fournis gratuitement et en ce moment, je fais un cycle de conférences en France de manière bénévole également. Donc voilà, c'était juste pour précision et donc la seule manière de me soutenir, il n'y a pas de Tipeee, il n'y a rien, c'est en effet si vous voulez vous abonner à ma chaîne et bien voilà, ça permettra, de montrer que mon travail sert et qu'il y a des gens qui comprennent ce que l'on raconte, et puis ça donnera du crédit aussi à cette parole-là. wow, je suis impressionné. Félicitations et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Pierre Chaillot, qui a publié le livre COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur en France, bientôt disponible au Québec également. Abonnez-vous à sa chaîne Décoder l'écho. Je mettrai le lien sur notre page Facebook de Radio Unicité. Bonne continuité, Pierre, et merci encore. Merci beaucoup.